Bonjour Nikita, bienvenue dans le bonjour. podcast Hors Scène. Alors plutôt que de te présenter directement, j'aimerais bien entendre tes propres mots. Est-ce que tu peux expliquer qui tu es ? Qui je suis Je suis une femme de 31 ans, comédienne de métier, autrice et metteuse en scène et co-directrice de la compagnie La Revanche de Simone. Ça, c'est ma personnalité publique. Ma personnalité privée, je ne la dévoile qu'à ceux qui le méritent. Mais voilà, je suis une artiste, une artiste bretonne. Parfait. Important. Installée à Rennes depuis plus d'une dizaine d'années, donc j'ai mon passeport breton, ça y est. Super. Donc là, tu joues au Festival d'Avignon la pièce Clytemnestre. Tu es d'ailleurs en train d'être préparée. Tout à fait, nous sommes en plein préparatif. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui t'a mené à écrire et à jouer ce spectacle ? Alors en fait, quand j'ai fini mes études de théâtre, donc de comédienne, j'ai tout de suite eu envie de faire un spectacle par moi-même avec des personnes choisies. Et donc en l'occurrence, Lucas Borzykowski, qui avant de devenir mon metteur en scène et grand gourou, était déjà mon meilleur ami. Et tous les deux, on a eu envie de faire un spectacle ensemble après nos études. Et on a eu envie, moi j'avais envie de jouer un seul en scène, et lui avait envie de mettre en scène un seul en scène, donc ça tombait parfaitement bien. Et on avait envie d'écrire, on n'avait pas envie de mettre en scène quelque chose de déjà écrit. Et on avait tous les deux envie d'écrire sur une méchante, puisque les méchantes sont nos personnages préférés, donc les méchantes avec des grosses parenthèses, des grosses guillemets, et méchantes selon qui, mais c'est des personnages qui nous intéressent énormément. Et comme on est des théâtreux, on a nos petites références, un télo, donc la mythologie grecque évidemment. Et Clytemnestre, c'est un personnage qu'on a croisé plein de fois dans nos études et dans nos lectures, puisque c'est un personnage qui apparaît dans Échille, enfin voilà, tous les grands, Homère et compagnie. Et on n'a jamais été satisfait de ce qui a été dit d'elle ou de ce qu'on lui a fait dire. Donc, on a décidé qu'on allait rétablir la vérité. Et voilà, c'est ainsi qu'est née l'ambition de créer ce spectacle autour de Clytemnestre, sur Clytemnestre. Est-ce que tu peux préciser pour ceux qui ne connaissent pas bien Clytemnestre, qui est cette personne ? Alors, je le précise, et je précise aussi que la pièce précise qui elle est, puisque la pièce commence par dérouler toute son histoire. Voilà. Donc en fait, ce n'est pas une pièce à suspense, puisque dès les 5 premières minutes, on nous raconte tout. Mais ce qui est intéressant, c'est ce qui vient après. Donc Clytemnestre, c'est la femme d'Agamemnon, qui est un personnage un peu plus connu. Il a des petites apparitions, notamment, je pense que le grand public se souvient de ce film 3, hollywoodien, fort erroné. Mais Agamemnon est le roi de Mycène et il s'est marié à Clytemnestre après avoir tué son premier mari et leur enfant, puisqu'il voulait se marier avec cette femme, donc il s'est servi. Et ce sont les parents de noms très connus de la mythologie grecque, Oreste, Électre et Iphigénie, et Chrysothémis. Mais Chrysothémis, tout le monde s'en fout, nous les premiers. Et en fait, Clytemnestre est connue parce que elle a assassiné Agamemnon, elle a assassiné son mari. Pour une très bonne raison, il lui-même a assassiné leur fille Iphigénie pour partir faire la guerre de Troie. C'est une histoire un peu complexe, mais elle, c'est un personnage particulier parce que c'est le seul personnage de la mythologie grecque qui utilise la violence au même titre que les hommes et qui obéit à cette fameuse règle des malédictions mythologiques qui est que un meurtre appelle un meurtre et appelle une vengeance pour venger les morts et restaurer son honneur. Et évidemment, puisque c'est une femme, eh bien, le fait qu'elle s'inscrive dans cette tradition pose problème. Tu disais que elle est vue comme une méchante, mais ça dépend qui raconte l'histoire. Tout à fait. Donc comment, toi, tu racontes cette histoire, justement ?
Alors, on la raconte à plusieurs déjà, quand même, puisqu'il y a aussi de la musique dans le spectacle. Il y a aussi Jean qui nous fait cette fameuse introduction, qui raconte toute cette histoire. Et en fait, nous, dans l'écriture, avec Lucas, on a écrit le texte à deux, donc c'est vraiment une coécriture de tous les deux. On est parti du principe qu'on faisait revenir un fantôme sur scène, parce que c'est une des définitions du théâtre, c'est de faire venir les fantômes sur scène. Et en fait, on est parti de vraiment, voilà, si Clytemnestre aujourd'hui, son fantôme revenait et pouvait s'exprimer, qu'est-ce qu'il dirait ? Et comment il raconterait son histoire, comment elle raconterait son histoire. Et donc, dans le spectacle, elle va retracer tout ce parcours à partir du moment où Agamemnon a décidé de sacrifier leur fille pour partir à la guerre. Et donc, elle va juste raconter ce que tout le monde sait déjà, mais selon son point de vue à elle, son avis, ses émotions, ce qu'elle en pense, ce qu'elle a besoin d'en dire. Et je crois que c'est là que se joue la bascule par rapport à l'histoire, le synopsis que tout le monde connaît et sur lequel il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Après, le matériau mythologique, il a été énormément utilisé par les artistes. Comment on fait pour s'inscrire dans cet héritage, mais au contraire changer le point de vue, changer ce qu'on voit habituellement ? Est-ce que c'est quelque chose qui a été facile pour vous ? Ça a été facile à faire pour nous déjà parce que on s'identifie beaucoup plus à un personnage comme Clytemnestre qu'à d'autres personnages plus starifiés et plus travaillés peut-être par les artistes d'avant, mais aussi contemporains. Par exemple, la figure d'Électre, c'est une figure qui a été beaucoup reprise et aussi par des artistes contemporains. Et c'est très marrant parce que il y a eu aussi une partie du texte où je rends un peu mes comptes à Électre, parce que moi, je ne m'identifie pas du tout à ce personnage-là, je ne m'identifie pas du tout à Iphigénie, pas du tout à Électre, et beaucoup plus à Clytemnestre. Et donc, Lucas et moi, ça a été plutôt instinctif. En fait, nous, on s'est juste dit, mais nous, c'est elle qu'on comprend, c'est elle qui nous paraît évidente, et les autres qui sont des grands mystères à nos yeux qu'on n'arrive pas à élucider. Donc non, ça a été plutôt facile et instinctif, et on ne s'est pas trop posé de questions, on est allé très naturellement là. Et ce qui est très bien quand même avec les mythes, c'est qu'ils n'appartiennent à personne et à tous, et que donc on peut vraiment faire ce qu'on veut sans risquer de froisser personne. Et ils sont là pour ça en fait, c'est la matière universelle dont chacun et chacune peut s'emparer. Donc allons-y gaiement. Tout commence avec un problème de virilité et de testostérone. Non, je parle pas de moi. Je parle de Tieste et d'Atrée. Il attend depuis 10 ans. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est les bateaux! C'est les bateaux qui reviennent de la guerre! Les hommes sont de retour après 10 ans! Est-ce que tu peux me parler des choix de mise en scène ? Donc là, pour rappel, sur scène, vous êtes... Donc d'abord, on a l'introduction de Jean, qui arrive en drag queen, qui nous raconte le mythe. Ensuite, tu es sur scène avec ton amant, on suppose. Non, on ne le suppose pas. Enfin, ça peut être interprété comme ça si toi tu l'as interprété comme ça. Donc tu es sur scène avec quelqu'un qui va plutôt communiquer par la musique. Ouais. Donc est-ce que tu peux nous expliquer tous ces choix, comment ça s'est fait ? Alors, pour commencer dans l'ordre, le personnage de Jean, donc, qui arrive en drag queen et qui fait ce prologue où il raconte toute l'histoire de Clytemnestre, c'est très simple, c'est que tout de suite, on a voulu que l'histoire et le background mythologique et toutes ces références historiques, intellectuelles, tout ça, on voulait pas du tout que ce soit un frein, on voulait pas du tout faire un spectacle élitiste, obscur, où on n'a pas les références et on comprend rien. On veut faire un spectacle pour tous et toutes. Et donc, on s'est dit, ok, c'est nécessaire de juste rappeler l'histoire. Et même nous, quand on a travaillé dessus, en fait, on a découvert plein de trucs. On était, ah, mais moi, je croyais que lui, c'était machin, et en fait, non. Et, enfin, vraiment, en fait, tout le monde connaît, mais personne connaît. Donc, vraiment, le prologue, c'est dans une volonté de faire un spectacle
accessible et qu'on soit tous au même niveau au début du spectacle, de ok, c'est de ça dont on va parler, c'est ça l'histoire, on est tous au clair, impec. Et en plus, ça permet d'introduire le drag qui est la grande source d'inspiration de jeu et de dramaturgie. Et ensuite, parce qu'à la base, quand même, on voulait que ce soit un seul en scène, très facile à faire tourner, pas cher, et voilà, ça s'est transformé en concert galère avec 5 heures de prépa, mais bon. Et on a introduit aussi la musique, et donc Raphaël Mars, qui est le musicien, qui... Bon, alors, nous, on n'a pas du tout construit les choses pour que le public se dise c'est son amant. Après, bon, si on se dit ça, on se dit ça. Déjà, c'est une figure qui ne parle pas, qui ne s'exprime pas, si ce n'est par la musique. Et c'est une figure qu'on a voulu assez androgyne et assez fantomatique, un peu spectrale. Et on s'est inspiré aussi en fait, dans les grandes tragédies, aussi dans les Racines, dans toutes ces histoires où les personnages sont des personnages riches et puissants. Il y a toujours la petite suivante, la petite sous-fifre qui est là pour écouter la complainte de sa maîtresse, pour dialoguer avec elle et en fait être le miroir dans lequel elle peut se regarder et exprimer ses émotions. Et on s'est dit que voilà, ça allait être un peu cette fameuse suivante qui est très proche du personnage et qui lui permet de s'exprimer, ce qui fait qu'on n'est pas face à quelqu'un de complètement fou qui parle tout seul, en fait. Et on a aussi voulu qu'il incarne une autre façon de s'exprimer qui n'est pas... Parce que le spectacle est très fourni en texte aussi. Et on voulait qu'il y ait un autre mode d'expression. Et la musique, c'est quelque chose de plus sensible aussi, de plus mystérieux. Parce que y a des chansons aussi qui peuvent être interprétées de différentes manières. Donc voilà, en fait, la construction avec ces 3 figures, c'est faite pour essayer de faire un autoportrait contrasté et voilà, qui va chercher à des endroits différents de l'intellect et des sentiments, quoi. Tu parlais de l'esthétique drag. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur le pourquoi et le comment on s'inspire de cette esthétique ? Alors, on s'inspire de cette esthétique, je pense, pour plusieurs raisons. Déjà, parce que Clytemnestre et son histoire et sa figure, c'est aussi un personnage qui performe son genre, ce qui est la définition du drag, c'est performer un genre. Que c'est nos sensibilités artistiques, parce que c'est aussi une discipline qu'on admire, qu'on aime beaucoup, qu'on est amis et qu'on travaille avec Jean, qui est une formidable drag queen, et avec qui on a tout de suite eu envie qu'on a tout de suite eu envie d'introduire dans le projet aussi. Et parce que le drag permet tout, en fait, aussi. Permet d'aller dans tous les registres de jeu possibles, le comique comme le tragique, le spectacle comme le ridicule et le tout pourri. Enfin, vraiment, ça donne une liberté folle qui nous plaît, nous intéresse. Et parce que c'est du spectacle, quoi. Et que nous, on a envie de faire du spectacle. D'accord. On va aller maintenant un peu plus sur le travail de ta compagnie, sur ta vision du théâtre, etc. Là, ta compagnie, elle s'appelle La Revanche de Simone. Donc, ouais. Je me suis un petit peu renseignée aussi sur comment vous décriviez votre compagnie. Et j'ai lu des mots comme l'humour, la rage et la quête d'une réparation sont les moteurs de vos pièces et que vous souhaitez proposer des alternatives au patriarcat. Est-ce que tu peux m'expliquer comment on fait pour justement réparer grâce au théâtre et comment on peut proposer des nouveaux récits en dehors de ce système patriarcal qui est toujours très présent ? La réparation, je pense que ça va avec aussi une autre définition du théâtre qui est quand même la catharsis, qui est quand même... c'est en fait exprimer des émotions, des questionnements, des colères, des frustrations, des doutes, enfin tout. En fait, déjà, les exprimer, c'est déjà s'en libérer et faire en sorte de s'en consoler, je trouve. Et proposer d'autres imaginaires,
En fait, c'est aussi ce qu'il y a dans le titre de la compagnie, la revanche, en fait. C'est le fait de prendre une revanche qui est quand même... Nous sommes allés chercher la définition précise parce qu'au tout début, j'avais pensé à vengeance comme mot. Et en fait, on s'est un peu renseigné, on s'est dit non, en fait, c'est pas ça qu'on veut. On veut pas se venger, on veut prendre notre revanche. La définition de la revanche, c'est le fait de reprendre le dessus après avoir eu le dessous. Et je trouve que c'est là aussi qu'arrive peut-être la possibilité d'inventer autre chose et de proposer autre chose. Et avec Clytemnestre, on propose aussi de changer le regard qu'on a sur un personnage et sur une figure féminine qu'on a jugée toujours de la même façon, avec la même dureté depuis des millénaires. Et là, d'un coup, c'est se dire, mais en fait, on s'est trompé. Et peut-être qu'il faut qu'on change notre regard et qu'on change la direction de notre empathie aussi, qu'elle aille dans la bonne direction, parce qu'elle va souvent dans la mauvaise direction. Et c'est aussi donner de l'espoir pour autre chose, parce qu'en fait, la pièce, elle est dure à un certain endroit, parce que de toute façon, on le dit dès le début, ça finit mal. Enfin, je veux dire, spoiler alerte, elle se fait tuer par son fils, et puis basta cosy, quoi. Et elle aura été très malheureuse quasiment toute sa vie. Donc, il n'y a pas non plus une lumière extraordinaire. Mais nous, on intègre une lumière. Cette fois-ci, je ne spoile pas en entier pour que les gens aient envie de voir le spectacle. Mais au-delà de cette histoire et de la fin de son histoire, nous, on propose une ouverture que permet le mythe sur en fait quelque chose d'assez universel. Et une ouverture et une main tendue, que ce soit aux femmes et aux hommes, de changer notre regard tous ensemble et de faire preuve d'empathie et d'arrêter de participer au système patriarcal. Toi, tu es aussi metteuse en scène. Comment vous vous êtes partagé le travail sur ce projet avec Lucas ? Je tiens à préciser quand même que sur ce projet, je ne suis pas du tout metteuse en scène. Oui, c'est vrai. C'est vraiment Lucas le metteur en scène et c'est important à dire parce que nos places, elles sont mine de rien très définies. On est tous les deux co-directeurs artistiques de la compagnie et en fonction des projets qu'on fait, on n'occupe pas les mêmes postes. Lucas, il est aussi comédien, il est aussi auteur et dans la prochaine pièce de la compagnie que moi je mets en scène, par exemple, il est comédien et c'est moi qui mets en scène. Mais là, pour Clytemnestre, c'est vraiment lui le metteur en scène et le co-auteur. Et je trouve que c'est très bien comme ça parce que lui, il a vraiment un regard avec du recul, il a une vision et tout. Et moi, je suis à l'intérieur, j'interprète et donc je propose des choses, j'apporte des choses avec ma sensibilité et tout. Mais je suis quand même un peu aveuglée puisque moi, je suis dans l'interprétation de ce personnage qui aussi m'est très proche et où intimement, j'ai un rapport très fort avec elle. Mais du coup, c'est très bien que Lucas il ait ce regard extérieur parce que c'est lui qui va diriger dans la bonne direction et qui va faire que c'est pas une histoire perso, égotique et tout, mais que c'est quelque chose vraiment adressé à tous et à toutes et que ça nous concerne tous et toutes. Et moi, je ne suis que l'instrument de ce grand plan. Et je trouve que c'est ça qui est intéressant quand on est metteur en scène. Et voilà, Lucas, il dira peut-être les choses avec d'autres mots, mais voilà, nous, notre collaboration, elle se passe aussi très bien parce que ça, c'est délimité. Et je crois qu'en fonction du poste qu'on occupe dans une création artistique, on apporte des choses très différentes et c'est bien que ce soit fragmenté parce que il faut du recul aussi. Il faut beaucoup d'intensité et de sincérité, mais il faut aussi du recul. Pourquoi c'est important pour toi de faire des spectacles ? Pourquoi tu as choisi cette carrière, ce métier ? Je pense que j'ai choisi cette carrière et ce métier d'abord parce que ça m'amuse beaucoup. Je crois que un de mes buts dans la vie, c'est quand même de ne pas me faire chier, de m'amuser. Que j'ai beaucoup d'énergie, je parle beaucoup, j'ai beaucoup de choses à dire. J'ai beaucoup de choses à exprimer et que du coup, en faire mon métier, c'est génial parce que comme ça, je peux parler beaucoup et exprimer beaucoup de choses sans que ça emmerde les gens, puisqu'en fait, on me demande de le faire, donc c'est génial. Mais plus sérieusement, je pense que c'est naturellement ma nature et ce vers quoi je vais.
et ma façon de participer au monde utilement selon moi, parce que je suis déjà bonne à rien d'autre, hein, clairement qu'on se le dise. J'ai réfléchi plusieurs fois à de la reconversion, hein, vu la conjoncture actuelle des choses. Je n'ai pas encore trouvé. Non, et puis surtout, non, plus sérieusement, je trouve que l'art, il est vraiment nécessaire. Enfin, je suis une artiste, donc c'est facile de dire ça. Il est vraiment nécessaire à notre société, à notre monde. Il devient de plus en plus nécessaire dans la morosité, la tristesse, la violence dans laquelle on baigne. Et je crois que, en fait, c'est ce qui nous reste pour pas sombrer dans la folie et dans un système où les sentiments et les émotions ne valent rien, en fait, face à l'argent, au profit et au pouvoir. Et je crois que l'art, c'est vraiment un des endroits où, d'un coup, on remet juste les émotions et les gens et nos peines et nos joies au centre. Et je crois que c'est ce qui fait de nous des humains, hein. Pas des robots ou des monstres. Là, si tu regardes ta carrière, donc passée et à venir, Surtout à venir. qu'est-ce que ça représente ce spectacle, Clytemnestre, pour le moment? Comment tu le vois? Pour moi, aujourd'hui, à 31 ans, en 2025, c'est le spectacle le plus important de ma vie, dans le sens où c'est le premier que je coécris. C'est un rôle énorme qui demande une exigence et un travail. Vraiment, j'ai travaillé sur des rôles très très difficiles et j'ai beaucoup travaillé, mais celui-ci, c'est celui qui m'a demandé le plus de travail et qui m'a appris le plus de choses. Que c'est le spectacle qui me tient le plus à cœur aussi dans ce qu'il raconte, dans son équipe, puisqu'on est aussi, on est aussi très amis. On fait ce spectacle avec beaucoup, beaucoup d'amour et de joie. Et que je pense que c'est le premier épisode d'une longue série à venir. Et donc c'est un peu la première pierre à l'édifice. Alors elle n'est pas parfaite, il n'y a pas une forme forcément très harmonieuse partout. Mais c'est la première et je pense que sans elle, on ne pourra pas poser les autres. Et donc, je porte ce spectacle vraiment dans mon cœur. J'espère qu'il ira très loin. Et je pense que c'est vraiment l'annonciateur de spectacles encore plus beaux, encore plus grands, encore plus intéressants. Et donc, du coup, justement, le futur de la compagnie, est-ce qu'il y a des projets? Est-ce que tu as des envies pour la suite? Oui, tout à fait. On a beaucoup d'envies, d'ambitions et de projets. Donc, comme on co-dirige la compagnie avec Lucas et que tous les deux, on est à tous les postes à tour de rôle, là, pour le moment, dans nos projets futurs, il y a un peu deux branches qui se forment. La branche où c'est Lucas qui est le metteur en scène, donc Clytemnestre, j'annonce, est le premier épisode d'une trilogie. Ah Voilà. Trilogie de la revanche. Il y aura donc un épisode 2 sur la figure de Cassandre. Donc on reprend un personnage de la mythologie grecque et on va encore en faire quelque chose de formidable avec la même équipe artistique, donc le même musicien, Jean aussi. Voilà. Et ce sera plutôt axé sur notamment l'écologie et l'effondrement climatique de notre monde et sur l'écoféminisme. Voilà, je n'en dis pas plus, mais voilà, la figure de Cassandre va incarner plutôt ce pan-là. Et dans l'autre branche de la compagnie, le premier spectacle que cette fois-ci je mettrai en scène, qui est normalement le prochain spectacle qui sortira, qui s'appelle Coupable, victime, coupable. Et cette fois-ci, c'est un texte que j'ai écrit seul. Lucas, il est interprète dedans et assistant à la mise en scène. Et là, c'est un projet qui a une forme très différente puisqu'il y a 6 artistes au plateau, 6 interprètes, donc Lucas et 5 comédiennes. Et c'est une dystopie dramatique et décalée qui se pose la question de qu'est-ce qu'une bonne victime et qu'est-ce qu'un bon coupable ou une mauvaise victime ou un mauvais coupable dans le cadre de violences genrées. Et c'est une dystopie qui va suivre le destin de 3 jeunes femmes violentées et violentes, puisque nous sommes toujours sur la thématique de la violence genrée, qui pour nous est au cœur du patriarcat et du système capitaliste et de ce monde de merde. Mais voilà, en gros, on a la trilogie de la revanche, coupable, victime, coupable, et ça fait déjà beaucoup de boulot. Oui.
Du coup, dernière question, comment en tant que compagnie relativement jeune, on arrive à percer, à faire voir ses pièces, à se faire acheter ses spectacles? Comment vous vous en sortez? Eh ben, c'est de l'endurance, beaucoup d'endurance, parce que nous, il faut savoir que là, on joue au Train Bleu. On est subventionné par Spectacle Vivant en Bretagne, qui est une grosse institution bretonne qui aide les compagnies à diffuser leurs spectacles. Et c'est la première fois qu'on a une reconnaissance institutionnelle de notre travail, tandis que ça fait 5-6 ans qu'on bosse sur ce spectacle. Donc c'est vraiment de l'acharnement et de la patience et de la persévérance, parce que, en fait, aujourd'hui, c'est très très dur, parce qu'on est beaucoup. Et que, en fait, même si le monde de la culture, c'est merveilleux et c'est de l'art, il obéit quand même aussi aux règles du pouvoir et de la domination. Et il y a des gens qui sont mieux placés que d'autres, et il y a de la chance, et il y a des connaissances et tout ça. Et nous, Clytemnestre, on l'a fait vraiment tout seul, en autoproduction. Et c'est très rare qu'un premier spectacle en autoproduction ait une telle visibilité. Donc... merci notre acharnement. Donc franchement, très sincèrement, on a galéré et on s'est dit plusieurs fois qu'on allait baisser les bras parce que c'est épuisant. Et la chose qui nous a fait continuer, c'est que toutes les fois où on a pu montrer le spectacle en festival et tout, les retours du public nous faisaient dire qu'on ne pouvait pas baisser les bras et que c'était trop important comme spectacle et que c'était trop important de dire ce qu'on avait à dire et de faire ce qu'on avait à faire. Mais franchement, aujourd'hui, j'ai 0 conseil à donner parce que tout dépend vraiment beaucoup de la chance et du fait d'avoir des amis ou pas. Enfin, c'est triste à dire, mais c'est vrai. Et quand on n'a pas ces 2 choses, faut s'acharner. Et il faut trouver de quoi se nourrir aussi ailleurs. Parce que nous, la compagnie, elle nous prend énormément d'énergie, d'investissement, et c'est vraiment le cœur de notre métier. Mais en fait, c'est pas avec elle qu'on gagne notre vie. On est artiste-interprète dans plein d'autres projets, de plein de superbes metteuses en scène. On fait des ateliers, en fait on fait 15 000 trucs. Et ça nous nourrit aussi. Et on va voir d'autres spectacles, et voilà. Donc franchement, comme on y arrive, on s'acharne jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose qui se passe. Et voilà, et je pense que soit on a la foi et à un moment donné ça se débloque, et c'est ce qui s'est passé pour nous. Et je crois que des fois, malheureusement, je pense qu'il y a énormément d'artistes qui arrivent à bout de souffle et qui arrêtent, et des fois, il vaut mieux arrêter pour sa propre vie, parce que franchement, on n'est pas venu ici pour souffrir, j'ai envie de dire. Mais voilà, on y arrive avec de l'acharnement. Nous, on est ici parce qu'on s'est acharné et qu'on y a cru et qu'on s'est ressourcé auprès des autres aussi. Et ça, c'est très important. Il faut s'ouvrir aux autres, il faut les écouter. Il faut les écouter quand ils nous disent que ce qu'on fait, c'est bien. Eh bien, super. Eh bien, merci beaucoup. Merci à toi.